Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de me permettre de présenter les résultats qu'on a eus sur une étude d'une centaine de patients, un peu plus de 100 patients, qui étaient présents dans l'enceinte du Bataclan au moment des attentats, donc il y a 5 ans. Alors, on a voulu travailler plus spécifiquement sur la pleine conscience et sur les capacités méditatives de ces sujets. Alors, je passerai très rapidement sur certaines diapos parce qu'il y en a beaucoup et que je n'aurai pas le temps de vous parler de tout en un quart d'heure, mais j'essaierai d'insister sur les points qui nous ont paru les plus pertinents dans cette étude qui a duré à peu près presque 5 ans. Donc voilà, ça s'est passé, il se trouve que j'étais aux urgences à l'Hôtel Dieu au moment des attentats, donc j'ai eu l'occasion de recevoir un certain nombre de patients qui venaient pour des états de stress aigu, puisque c'était juste après les attentats. Et une des grosses questions qui s'est posée à tous les thérapeutes qui étaient là, qui avaient finalement une prise en charge qui n'était pas très homogène, chacun y allait un peu de sa connaissance sur le stress post-traumatique et en particulier le stress aigu, qu'on ne voit pas forcément en pratique clinique courante. Et la question qui se posait était de savoir quels étaient ceux auxquels il fallait faire attention et quels étaient ceux qui allaient peut-être à terme développer une pathologie cette fois-ci grave, invalidante, qui est le stress post-traumatique. Comme vous le voyez ici, ça c'est une étude qui est un des plus beaux papiers sur le stress post-traumatique. Il est un peu vieux, mais il est vraiment remarquable. C'est une étude longitudinale sur des vétérans de la guerre du Liban et qui montre bien que finalement, on peut déclencher un stress post-traumatique même 20 ans après les événements, même si on n'a pas fait de symptômes jusque-là. Il suffit peut-être d'un tout petit déclencheur. On le voit d'ailleurs chez les patients qui vont déclencher un stress post-traumatique suite à finalement une petite agression. Et puis quand on regarde dans le passé, il y a eu des agressions bien plus importantes. Donc la prévention est quelque chose d'extrêmement important. Alors, un mot, pourquoi on s'est attaché en particulier à la pleine conscience et à la méditation, c'est parce d'abord, il y avait des éléments dans la littérature qui montraient que la pleine conscience et les capacités méditatives étaient assez protectrices vis-à-vis du stress post-traumatique. Donc là, vous pourrez avoir le diaporama si vous voulez, vous pourrez regarder les différentes références. Et ensuite de ça, on s'est aussi aperçu que les structures cérébrales qui étaient impliquées on va dire dans les études IRM sur le stress post-traumatique étaient celles qui étaient travaillées dans l'exercice méditatif, qui est le fait d'être présent à l'instant et très attentif à surtout ces sensations physiques et corporelles. Donc voilà, on le voit bien. D'ailleurs, le stress post-traumatique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va imaginer son futur plus noir qu'il n'est à cause du passé qu'il a eu. Et dans la pleine conscience, on demande aux patients de se concentrer sur l'instant présent. Donc ça, c'est une présentation assez classique de la pleine conscience où on voit apparaître finalement l'attention, puis le laisser aller, puis la saillance qui fait qu'on s'aperçoit qu'on est en train de divaguer et il faut revenir à la concentration sur nos sensations corporelles. Et on s'aperçoit que, ça c'est le papier de Yehuda dans la Nature sur le stress post-traumatique où elle relève un peu toutes les fonctions cérébrales qui pourraient avoir été altérées chez les patients qui ont un stress post-traumatique et on s'aperçoit qu'il y a une connexion très forte entre ces aires cérébrales et celles qui pourraient être entraînées dans la pleine conscience. Donc on s'est demandé finalement si on ne pouvait pas déterminer un type de patient qui seraient des patients faibles en pleine conscience et de dire que c'est bien ceux-là qu'il faut étudier, à qui il faut proposer une prise en charge au long cours suite à un événement traumatique type Bataclan. Après, on a aussi cherché à modéliser ça, j'en reparlerai brièvement à la fin. Donc, première chose, est-ce que le fait d'être bon en pleine conscience est un facteur protecteur ou un facteur qui incite à surveiller plus les patients? Et deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette capacité de pleine conscience, est-ce qu'elle est modifiable en gros et grossièrement, est-ce que c'est un trait de caractère ou est-ce que c'est une compétence qu'on peut développer? Donc voilà, quelle est l'évolution? Alors, évidemment, il y a un certain nombre de questions et de problématiques qui sont posées autour de cette cohorte, qu'on a suivi encore une fois, ils étaient à peu près 130 et on les a suivis pendant 4 ans et demi. Donc l'idée était de savoir est-ce que le stress post-traumatique durait dans le temps, comment on pouvait caractériser l'évolution entre ce stress aigu qu'ils ont quasiment tous fait à 80%, 80% d'entre eux étaient dans un état de stress aigu après les événements.
On a essayé évidemment de rechercher les autres facteurs de risque. Voilà, des questions finalement relativement classiques au vu de cette cohorte. Donc ça, c'est un peu toutes les recherches qui ont été faites. Et je vous donnerai juste les principaux résultats. Donc sur la bande de gauche, c'est l'étude sur 4 ans et demi où on voit le nombre de sujets qui ont été recrutés. À 6 mois, on en avait 82. On a continué le recrutement jusqu'à 18 mois pour arriver à 125. Et on a réussi à maintenir une certaine stabilité de cette cohorte dans le temps. On a essayé de voir aussi quelles étaient les conséquences somatiques. Ensuite, pour répondre à la question de savoir si la pleine conscience était un trait ou un caractère, la vérité est probablement entre les deux. On en a amené un certain nombre pendant une quinzaine de jours. C'est le projet Dive Up, là c'est le grand 2. Pendant une quinzaine de jours, on en a emmené en Guadeloupe pour plonger pendant 15 jours. Et là, on a fait un essai en séparant le groupe en deux. Il y avait un groupe qui faisait du sport et un groupe qui faisait de la plongée avec de la méditation. Et je vous montrerai les résultats là qu'on vient de publier. C'est un peu long, mais ça vient d'être quasiment accepté. Voilà, donc ça c'est sur la première partie. Bon, ça c'est de la méthode, c'est extrêmement classique. Juste les deux choses importantes, c'est que notre critère de jugement principal, c'était la PCL5, qui est une échelle extrêmement classique. Et la manière dont on a mesuré la pleine conscience, c'était le Freiburg, l'inventaire de Freiburg en version courte, c'est-à-dire avec 14 questions, qui reste aussi un instrument validé en français et classique. Donc, je vous ai mis quelques éléments graphiques parce que je trouve que c'est assez joli, où on voit, bon, il faut quand même garder en tête que le facteur de risque principal d'avoir un stress post-traumatique à 4 ans, c'est quand même d'en avoir eu un à 18 mois. Donc, c'est vrai qu'on cherche à comprendre de manière plus finement les choses, mais une fois qu'on a vu les patients à 6 mois, finalement, ceux qu'il faut surveiller, c'est ceux qui ont le stress post-traumatique à 6 mois. Donc, ça, c'est pour montrer que les scores étaient relativement bien répartis dans nos 4 phases. Les 4 phases, c'était 6, 18, 30 et 54 mois. Je vais aller directement aux résultats principaux. Alors ça, c'est quelque chose qui est important parce que on a voulu un peu répliquer ce qu'avait fait Solomon à notre échelle, bien modeste, puisque nous, on n'a pas fait ça sur 20 ans, mais on s'aperçoit clairement ici que tous les parcours, alors évidemment, le parcours le plus classique, c'est celui qui est tout en haut, là, les 32% qui ont un stress post-traumatique à 6, 18, 30 et 54, et celui tout en bas, les 20%, qui, eux, ont été indemnes de la maladie pendant les 4 ans. Mais on s'aperçoit, donc ça représente 50% de la cohorte, mais on s'aperçoit que tous les autres cas sont possibles. Donc, on peut redéclencher ce stress post-traumatique au cours de sa vie, 4 ans après les événements. Ça, c'est les autres ratios qu'on a trouvés. Alors, évidemment, donc FMI, c'est la pleine conscience, et c'est celui qu'on retrouve en univarié et en multivarié à chaque fois à 6, 18, 30 et 54 mois. Après, on a retrouvé des facteurs de risque qu'on retrouve classiquement dans la littérature, mais pas de manière homogène et pas à chaque fois. Donc, le sexe à 6 mois, la dissociation à 30 mois et à 18 mois, et le support social sur le long cours. Ce qui paraît relativement cohérent. La conclusion de notre étude, ça a été quand même de dire que quand on a un patient qui présente un stress aigu, la chose importante, c'est de lui faire développer tous les éléments protecteurs qu'il peut y avoir, c'est-à-dire son entourage. Donc, il y a des éléments qui sont intrinsèques et des éléments qui sont extrinsèques. Donc, intrinsèquement, c'est ses capacités méditatives et sa capacité de résilience. Et en extrinsèque, c'est son environnement amical, familial et professionnel. Tout ce qui peut le protéger. Alors là, bon, je me suis amusé, c'est plus pour montrer que dans R, on pouvait faire beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, c'est la cohorte. Chaque petit point, c'est un personnage de la cohorte. Et donc, vous avez à gauche ceux qui ne sont pas mindful et à droite ceux qui sont mindful. En abscisse, c'est le stress aigu, c'est-à-dire le stress ressenti au moment des événements. Et en ordonnée, c'est la PCL5. Alors, je vous le passe et puis je vous le réexpliquerai. On va passer peut-être 1 minute ou 2 sur celui-là, puis on passera plus rapidement sur les autres. Ça m'a amusé. Donc, vous voyez bien, chaque petit point va se déplacer. Si j'y arrive, et si oui, on le voit bien. Donc, vous avez en haut à droite le temps qui passe. Et sur le côté gauche, en fait, c'est ceux qui ne sont pas mindful, qui n'ont pas de capacité méditative. On voit de toute façon que, effectivement, dans le temps, le score de stress post-traumatique baisse, mais il baisse plus lentement sur la corde de gauche que sur la corde de droite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est intéressant aussi, c'est que, alors tout ça, c'est pas avec des petits P et tout ça, mais ça permet de bien visualiser les choses. On s'aperçoit aussi que la courbe de régression sur
la corde de gauche, enfin ceux qui sont moins mindful, elle ne s'aplatit pas. C'est-à-dire que l'importance du stress aigu reste dans le temps, alors que pour ceux qui sont mindful, finalement, le fait qu'ils aient été ou pas dans un état de stress aigu au départ n'a pas, a moins d'influence, on va dire, sur l'évolution. Et dernier point, on voit aussi que la corde de droite, ça d'abord part plus bas et s'améliore plus vite que celle de gauche. Donc, je trouve que c'est une manière assez sympathique de montrer les choses. Voilà. Donc, je passe là-dessus. Je passe aussi là-dessus parce que ça montre aussi comment le soutien social a amélioré jusqu'à 30 mois et puis à 54, ça rebaisse. Je regarde le temps, là, Bruno, je ne sais plus où j'en suis. Ça fait combien de temps que je parle 10 minutes. 10 minutes. Ah, bah, c'est bien. C'est bien. Je crois. Ça, c'est joli aussi, donc je vous le montre. C'est les hommes et les femmes, en fait. Les femmes sont à gauche, les hommes à droite. Et on s'aperçoit que, comme d'habitude, les femmes sont meilleures, elles sont plus jolies à voir, en tout cas dans les caractéristiques, puisque en rouge, c'est ceux qui ne sont pas mindful, en vert, c'est ceux qui sont mindful, et plus le cercle est gros, plus il y a eu un stress aigu. Et on voit bien que les femmes, vous voyez, les gros cercles rouges sont en haut, parce qu'elles ont un gros stress post-traumatique. Elles partent un peu plus haut que les hommes, mais par contre, elles s'améliorent plus vite. Vous allez voir, ça va baisser de phase en phase. Mais on voit toujours ces gros ronds rouges au-dessus, et c'est plus vrai chez les femmes que chez les hommes. Bon. Après, on a 100 patients, donc c'est forcément, on finit par trouver, à force de regarder les chiffres, des choses, ce n'est pas forcément significatif. Ce qui est important quand même, c'est de faire développer les ressources des patients pour qu'ils puissent eux-mêmes s'améliorer, et puis de voir que la pleine conscience était quelque chose d'important. Après, on a séparé les patients en 3 groupes pour s'amuser, et on a regardé l'évolution de leur score PCL5 en fonction de s'ils avaient les facteurs de risque ou pas. Donc, ce qui est important, c'est de voir quand même que, de toute façon, de manière globale, le score de stress post-traumatique s'améliore avec le temps, mais s'améliore évidemment mieux chez ceux qui ont moins de facteurs de risque ou plus de facteurs protecteurs. Et puis surtout, il faut garder en tête que même 4 ans et demi après, il y en a presque 40% qui sont encore malades. Donc, ce n'est pas gagné. Bon, ça, j'aime bien les aspects graphiques, donc ça montre dans une trimap, mais je ne vais pas redévelopper là-dessus parce que je n'ai pas forcément de temps, puis j'ai 2-3 trucs que je voudrais vous montrer. Ça, c'est la plongée. Donc, on les a emmenés pendant 15 jours donc sur un protocole, là, pour le coup, d'essai thérapeutique, entre guillemets. On ne peut pas faire du double aveugle, évidemment, mais on en a quand même pris 34. On les a envoyés en Guadeloupe. On a tiré au sort quand ils sont arrivés. Ils savaient qu'ils allaient peut-être se retrouver dans un groupe sport ou dans un groupe plongée. On les a fait plonger et puis on a mesuré à la fois leur stress post-traumatique, beaucoup d'autres choses, et puis leur capacité méditative. L'idée était de savoir si cette capacité méditative était modifiable d'une part et si ça s'inscrivait dans le temps. Donc la conclusion, c'est que c'est modifiable, mais ça ne s'inscrit pas dans le temps et ce n'est pas très significatif. De la même manière, ça a amélioré un petit peu le stress post-traumatique, mais ce n'est pas significatif et c'est localisé dans le temps. Donc c'est un papier qu'on est en train de publier, qui est quasiment qui est under minor revision, comme ils disent. Voilà. C'est ça qui est important. Vous voyez, il y a un effet très fort au début et puis quand on regarde à 100 jours, il a quasiment disparu. Quand on sait que ça coûte quand même cher d'aller en Guadeloupe pour aller plonger, ça pose question. Après, il y a des travaux qui sont en train d'être faits aujourd'hui avec de la réalité virtuelle. On fait plonger les patients de manière virtuelle pour voir si ça les améliore. Mais bon, pour l'instant, ça reste que de la recherche. Voilà, sur l'alcool, bon, c'est important parce que on n'est pas loin du service d'addictologie. Les idées à retenir sur l'alcool, c'est que en global, les patients se sont retrouvés à consommer plus d'alcool après les attentats qu'avant les attentats. Un certain nombre d'entre eux sont passés dans des troubles de l'usage, dans des addictions, mais pas tous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait augmenter l'alcool. Alors, il y a le stress et puis il y a aussi le côté socialisation. Ils se sont retrouvés très entre eux, finalement, à se retrouver entre eux et à consommer plus d'alcool dans ces lieux un peu sociaux. C'est une population relativement jeune qui consommait déjà de l'alcool avant. Et certains d'entre eux ont sombré. Alors, c'est très difficile à étudier pour une raison simple, c'est que l'alcool, malgré tout, a des dimensions anxiolytiques. Alors, au long cours, on sait que ça va augmenter l'anxiété, mais sur certains aspects, ça a pu aider certains. Donc, finalement, quand on cherche la corrélation entre le stress post-traumatique et l'alcool, c'est très compliqué à étudier. Et c'est pour ça que là, on est en train de réécrire l'article parce que les revues n'étaient pas très contentes des stats qu'on avait fait.
Voilà, donc ça, je vous le passe rapidement. Sur le somatique, c'est intéressant quand même de voir, on leur a posé la question de savoir si ils avaient des problèmes somatiques liés à leur stress. Puis on a fait un petit nuage de mots, comme on peut faire dans R. Et on voit bien que le mot qui ressort le plus, c'est douleur. Et c'est intéressant parce qu'on voit que cette douleur psychique et cette douleur physique ne sont pas très très loin. Les autres points qui ressortent, c'est le système digestif, où il y a évidemment, comme tout le monde le sait, beaucoup de neurones. Et puis la sphère ORL et dermatologique qui prennent des parts importantes, sachant que la sphère ORL, pour certains d'entre eux, ils n'étaient pas loin des coups de feu, et donc c'est aussi lié à ce qui s'est passé pendant les événements. Et là, pour le coup, c'est un lien qui n'a rien de psychiatrique, mais qui est très physique sur l'ORL. On voit d'ailleurs que la corrélation vague entre le nombre de symptômes exprimés et le stress, elle diminue très largement avec le temps. Voilà. Alors, le Covid, on a essayé aussi, on a profité enfin, profiter, le mot n'est pas bien choisi, mais on a déclenché la dernière phase pendant le confinement, le premier confinement, et on voulait essayer d'étudier le lien entre la pleine conscience, le stress que pouvait produire ce confinement et la pathologie du stress post-traumatique. C'était assez pertinent comme question parce qu'on pouvait se demander si finalement ces patients qui ont un stress post-traumatique, qui vivent isolés déjà, confinés, si finalement, eux, ils ne s'en sortaient pas mieux en période de confinement. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, comme on peut le voir là. Et on voit que là, les trois choses sont très corrélées, hein, que ce soit le stress lié au Covid. On a utilisé un questionnaire qui avait été développé par une équipe chinoise. Et on voit qu'il y a une corrélation très forte entre le fait d'avoir des faibles capacités de pleine conscience, d'avoir un fort stress post-traumatique et d'être stressé par la Covid. Et donc, on a remarqué qu'il y avait une médiation, que en fait, le score de PCL5 était un médiateur entre le lien qu'il pouvait y avoir entre la pleine conscience et le stress lié au Covid. Ce qui veut dire concrètement que, encore une fois, quand il y a un événement extérieur qui se passe, un stresseur extérieur, il faut faire très attention à ces patients qui souffraient déjà d'un stress post-traumatique. C'est ça la conclusion principale de ce papier. Alors ensuite, j'ai essayé de modéliser, ça a plus ou moins bien marché, mais l'idée que j'avais, c'était d'essayer de modéliser le stress post-traumatique comme une vision erronée des probabilités des événements. Et donc, je considère qu'un personnage normal, alors je vais juste vous faire cette petite expérience pour que vous compreniez bien, est-ce que vous voyez bien ici une boule creuse et des boules pleines? Vous êtes tous d'accord? Enfin, normalement, la plupart d'entre vous devraient voir des boules essentiellement pleines et une creuse. Et je vais vous montrer une autre photo. Regardez, ça c'est la photo avec les boules pleines. Et là, vous voyez, une photo, c'est une autre photo. Et là, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une boule pleine, en fait, une boule qui vient vers vous, puis toutes celles sont creuses. Hein? Et en fait, ces deux images, c'est les mêmes. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est les mêmes. Et c'est les mêmes, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, on va partir tout doucement. C'est la même, c'est la même, c'est la même. Elles sont juste renversées. Et en fait, une des explications pour lesquelles on ne voit pas la même chose quand l'image est dans un sens et dans l'autre, c'est que votre cerveau pense que la lumière vient d'en haut. Donc, comme il a intégré cette information que la lumière vient d'en haut, quand il interprète l'image, et ben là, il voit des boules creuses, parce que ça rebondit vers le creux. Et là, quand on met là, il voit des boules pleines, puisque le soleil tape sur la boule qui est pleine. Et le lien avec le stress post-traumatique, c'est de se dire que finalement, le patient qui va à son concert le soir, il a dans sa tête que le monde dans lequel il vit, c'est la première colonne PHI, il a dans sa tête que le monde dans lequel il vit est un monde à peu près normal pour 40% d'entre eux. Et puis, il a cette distribution-là, et après, il va au Bataclan et il subit cet événement. Et la probabilité que l'événement Bataclan se produise dans un monde normal est extrêmement faible. Par contre, elle est un peu plus grande dans un monde ultra dangereux. Et derrière, on peut comme ça, de manière itérative, appliquer la formule de probabilité conditionnelle de Bayes et arriver au bout des 30 mois ou des 37 mois à un patient qui va considérer que le monde, finalement, n'est plus à 40% normal comme avant, mais à 59,5% dangereux. Et j'ai essayé de voir, pour l'instant, c'est encore plus du tâtonnement, puisque de coller à la réalité. Alors, j'ai essayé d'utiliser ça pour paramétrer des modèles de Monte-Carlo. Donc, ça, c'est
c'est pour expliquer, c'est des modèles un petit peu browniens qui vont dans tous les sens, qui sont utilisés dans les marchés financiers. Et donc, j'ai essayé d'utiliser ce qu'on pouvait trouver dans Bayes pour paramétrer ces modèles-là. Et juste pour vous montrer, ça, c'est le graphe spaghetti de la réalité. Donc, c'est les 130 patients qui ont évolué. Alors, en vert, c'est ceux qui finissent bien. En rouge, c'est ceux qui finissent mal. Et en gris, c'est ceux qui finissent dans une espèce de zone grise dans leur stress post-traumatique. Et ça, c'est la modélisation qu'on a obtenue. Alors, c'est assez joli quand on le voit. Enfin, moi, je trouve ça joli. C'est fantaisie. Hein. et ça, c'est l'histogramme de la répartition des scores de PCL5 en fonction de la réalité et de la simulation. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça amusant, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à vraiment formaliser un truc très clair là-dessus. Mais bon, ça faisait partie des recherches que je voulais faire. Donc, les messages que vous pouvez ramener chez vous après cette présentation, c'est d'abord la très forte prévalence du stress post-traumatique après un événement comme le Bataclan, et même 4 ans et demi après. L'amélioration, elle existe, mais elle est assez lente dans le temps. Il faut constater quand même que les patients étaient plutôt bien suivis. Hein, sur notre cohorte de 130, la plupart ont eu une prise en charge pertinente. Donc, la pleine conscience, j'en ai parlé beaucoup. Et aussi de garder sur le Covid que le TSPT peut être un modérateur de la gestion des stresseurs externes. Voilà, bon, c'est un peu bref tout ça, mais j'étais bloqué dans le temps. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir invité à parler ici. Voilà.